Quand vous êtes prête, Marie, vous pouvez... Donc bonjour à tous, je m'appelle Marie, j'ai 25 ans et j'ai pas ce qu'on peut appeler une trajectoire professionnelle toute lisse puisque je suis originaire du bâtiment, donc milieu dans lequel j'ai réalisé ma formation initiale et travaillé pendant 2 ans en tant que technicienne méthode. Et ce travail de bureau là, il m'a pas forcément épanouie puisque moi je cherchais vraiment cet aspect relationnel que je retrouvais pas dans mon métier. Donc j'ai entamé une reconversion qui, au bout de plusieurs mois de réflexion, m'ont amené à intégrer cette licence. Et donc, être là parmi vous aujourd'hui, ça va me permettre de vous faire partager ce que j'ai vécu pendant mon année. Donc, je vais commencer par vous présenter mon contexte de stage, puis j'aborderai le projet pédagogique innovant que j'ai mis en place au sein de ma structure durant cette année. Dans un troisième temps, j'aborderai mon analyse, donc la réflexion globale de mon mémoire, qui m'amènera à évoquer avec vous la réflexion que j'ai aujourd'hui sur le métier de formateur. Et donc je conclurai sur tout ça et sur mes perspectives d'avenir. Alors, je vais commencer donc avec le stage au CLPS, que j'ai réalisé en tant que formatrice stagiaire sur les plateformes d'orientation professionnelle. Donc le CLPS, c'est une structure qui est présente sur tout le Grand Ouest et qui travaille sur 2 grands principes, l'accès à la qualification et le maintien dans l'emploi par la formation professionnelle. Donc il faut savoir que tout le monde a accès à ces formations, que ce soit dans le cadre de l'alternance, de la formation continue ou des politiques publiques. Et donc les politiques publiques, c'est quoi ? Le CLPS répond à des offres de marché public qui sont lancées soit par l'État, soit par la région, soit par le département. Et donc ces appels d'offres, elles impliquent le respect d'un cahier des charges. Et donc tout l'enjeu pour le CLPS, c'est bien de répondre à ce cahier des charges, de remporter le marché, pour pérenniser la structure et donc les emplois au sein de cette structure. Et donc je vous parle de ça puisque c'est dans ce cadre que fonctionne la plateforme d'orientation professionnelle, qui est issue du DRIP, donc dispositif régional pour l'insertion professionnelle. En clair, le financeur de la POP, c'est la région Bretagne. Et donc la plateforme d'orientation, c'est une démarche d'orientation qui vise la validation d'un projet professionnel et une entrée en formation qualifiante. Donc c'est avant tout une formation qui alterne des temps centres au CLPS et des temps de stage en alternance. Et donc, moi je suis arrivée sur la POP en septembre dernier, ce qui correspond à une mise en place d'un nouveau marché, une évolution du marché de la plateforme d'orientation qui vise aujourd'hui à individualiser le processus de la POP. Donc tout ce contexte-là, ça m'amène à vous évoquer aujourd'hui la réflexion que j'ai eue sur le projet pédagogique innovant que j'ai souhaité mettre en place. Donc moi je suis arrivée en septembre dernier, je me suis plongée dans ce nouvel environnement-là et il m'a fallu me familiariser avec tout ça. Et donc j'ai dû adopter une certaine démarche. Et cette démarche, elle s'est divisée en 3 phases. Ma première phase, ça a été une phase d'étude. Donc j'ai pris connaissance de tous les documents utilisés par le CLPS, du cahier des charges. La deuxième phase, c'est une phase d'échange. Alors beaucoup d'échanges informels avec les formateurs, avec les stagiaires, mais aussi des rendez-vous réguliers avec ma tutrice de stage pour me permettre d'appréhender ce nouvel environnement. Et la troisième et dernière phase, c'est une phase d'observation du fonctionnement même d'une plateforme d'orientation avec en toile de fond l'idée que je me faisais de l'individualisation. Et donc fort de tout ça, et sans doute quelque part influencée par mon passé de technicienne méthode, j'ai été très vite intriguée par un document qui s'appelle le contrat d'étape. Et ce contrat d'étape, pour moi, en tout cas, il présentait 2 caractères essentiels au sens que je donnais à l'individualisation. Le premier caractère, c'est cette idée de co-construire ce document avec le formateur référent et avec le stagiaire. Et le deuxième caractère que je trouvais essentiel, c'est que c'était un document récurrent, donc qui revenait très régulièrement dans le fonctionnement d'une plateforme. Et donc, en creusant dans ce sens, je me suis aperçue très vite que ce document, il était pas mal incompris par les stagiaires. De l'autre côté, jugé presque formel par les formateurs, donc quasi inutile. Et moi, ça m'a vraiment questionnée et ça m'a invitée à travailler mon PPI au travers de cet outil existant. Ce qui m'amène à vous expliquer ma philosophie sur le travail que j'ai entrepris. Donc j'ai commencé par quoi ? Par analyser le concept de l'individualisation, puisque j'en avais une représentation, mais je suis allée chercher les auteurs au travers d'ouvrages, d'articles, etc., pour me faire réellement une idée plus précise de ce qu'était l'individualisation.
Et mes lectures, elles m'ont amené à y déceler 3 sous-concepts. Le premier, c'est le concept de l'accompagnement, qui est finalement la co-construction d'une formation. Le deuxième concept, c'est l'autonomie, ou la capacité à être acteur de sa formation. Et le troisième concept, c'est l'auto-formation, ou encore des temps d'apprentissage spécifiques aux stagiaires. Et donc, plus j'avançais dans ma réflexion, plus je travaillais sur tous ces concepts-là, plus j'ai regretté la non-valorisation du document contrat d'étape dont je viens de vous parler. Et donc j'ai pris la décision de travailler mon PPI dans ce sens et de concevoir un nouvel outil que j'ai appelé carnet de bord, en cohérence avec les 4 concepts que je viens de vous évoquer, et en alternative du coup du contrat d'étape. Donc ce PPI, je l'ai pensé, je l'ai construit, je l'ai testé, et puis il m'a fallu l'évaluer. L'évaluer comment? Par le biais d'entretiens semi-directifs, d'une part avec les stagiaires et d'autre part avec les formateurs. Et ces échanges-là, ils se sont avérés très instructifs, puisqu'en fait, on est allé ensemble au-delà de la simple analyse du contrat d'étape ou du carnet de bord, puisqu'on a parlé de l'appropriation des outils, on a évoqué la question de l'intégration en POP, de la manière de concevoir les concepts du point de vue du formateur, de l'appréhension du nouveau marché. Et c'est tout ça, globalement, qui m'a permis de travailler sur mon mémoire et sur l'analyse que je vous ai présentée par écrit. Sauf qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller un petit peu plus loin que ce que j'ai écrit dans ce mémoire. Et donc ça m'amène à vous évoquer ma réflexion sur l'individualisation avec plus de recul. Parce qu'aujourd'hui, je m'aperçois que mon PPI, finalement, c'est qu'un élément parmi d'autres, parmi tout ce que je viens de vous évoquer auparavant. Et tout ça, là, mis bout à bout, ça me permet de dégager 3 grands thèmes que j'ai souhaité évoquer avec vous aujourd'hui. Le premier thème, je l'ai appelé en fait la structure. Parce que pour moi, la clé de la réussite du stagiaire, elle se joue dans l'organisation même de la structure. Alors, le stagiaire, il doit s'approprier une certaine démarche d'orientation avant même finalement de s'approprier les outils. Donc quand je dis outils, je pense évidemment à mon PPI. Donc l'un ne marche pas sans l'autre. Or, pour que le stagiaire soit mobilisé, il faut aussi que le formateur le soit. Donc c'est-à-dire que le formateur, il doit être convaincu de la manière de mener le dispositif et donc des outils qu'il engendre. Et pour appuyer mes propos, je peux citer un auteur qui s'appelle Michel Crozier, qui explique que, je cite, « L'étude du fonctionnement des organisations ne peut se faire dans l'abstrait. Elle passe par l'observation et la mesure des attitudes, comportements et stratégies de ses membres, par l'évaluation de leurs ressources spécifiques, ainsi que des contraintes de toutes sortes qui limitent leur marge de manœuvre. » En fait, on ne peut pas concevoir une formation sans prendre en compte l'environnement dans lequel elle va se dérouler. Et donc ça m'amène à évoquer avec vous mon deuxième thème, que j'ai appelé la méthode. Alors la méthode, pour moi, c'est l'importance de s'organiser. Le carnet de bord, si je reprends cet exemple-là, pour moi, c'est un outil qui va engendrer de la méthode et un cadre. Et c'est ce cadre qui doit rassurer et engendrer de la réussite au sein d'un dispositif individualisé. Et finalement, pour vous donner un exemple, quand je travaillais dans le bâtiment, je fournissais des plans en vue de l'organisation et de la planification des chantiers, comme une ligne directive pour les ouvriers. Et aujourd'hui, c'est la même chose, sauf qu'à la place des ouvriers, c'est des stagiaires, et que les stagiaires, ils sont au cœur même du dispositif. Donc ce sont bien eux qui ont la parole avant tout, c'est à eux de se construire, et le formateur, il n'est là qu'en appui. Et donc, pour appuyer moi mes propos, je vais citer quelqu'un qui s'appelle André Chauvet, qui nous parle de feuille de route. Et pour lui, une feuille de route, c'est un outil qui augmente l'engagement des stagiaires et détermine le rôle de chacun. Et donc le troisième thème que je voulais évoquer aujourd'hui, eh bien, c'est le formateur. Parce que le formateur, c'est un élément clé au développement de l'individualisation, mais aussi de l'accompagnement, de l'autonomie et de l'auto-formation. Et je constate, moi, que finalement, le rôle du formateur, c'est assez vague. Chacun a sa propre définition. Et vraiment, au cœur des interviews que j'ai réalisées, notamment avec les stagiaires, voilà, il y en a qui vont le voir comme un coach, d'autres comme un conseiller qui va être présent de temps à autre. Et il y en a même qui vont avoir du mal à faire la limite et qui vont nous voir comme un grand frère ou même comme une maman.
Et donc c'est bien aux formateurs d'appréhender cette chose-là, de s'adapter, de mettre des limites quand il faut. Et André Chauvet, toujours, il nous dit que la responsabilité de l'accompagnateur, c'est, je cite, la qualité des moyens et la pertinence du processus qui devient un enjeu professionnel majeur et qui renvoie fondamentalement à la question de la posture. Et là, je trouve que ça résume un petit peu tous les thèmes, puisqu'on voit bien l'importance de la structure, du cadre au sein de la structure et du rôle du formateur dans tout ça. Donc, moi, j'ai choisi d'approfondir un petit peu ce troisième thème en vous évoquant mon dernier point, qui est ma réflexion actuelle sur le métier de formateur. Puisque toute l'année, j'ai eu cette question de me dire, mais réellement, comment est-ce que moi je le définirais, ce métier-là de formateur? Et pour moi, un formateur, c'est avant tout un accompagnateur. En fait, je guide plus que je ne forme. Donc, je vais proposer des outils, une méthode, mais c'est bien la personne en face de nous qui est maître de son avenir. Et donc moi, avant tout, en tant que professionnel ou futur professionnel, je m'adapte à la personne, à la structure, au dispositif, aux politiques, etc. C'est une perpétuelle, en fait, remise en question. Et j'ai été interpellée par une interview de Mokhtar Kadouri, qui nous parle de la transition professionnelle. Et Mokhtar Kadouri, il explique que la transition, elle peut se faire de deux manières. Il y a quelqu'un qui va entamer une reconversion et qui n'aura pas du tout d'impact sur autre chose que l'aspect professionnel. Et il y a une autre personne qui va entamer cette même reconversion, mais cette transition-là, elle va avoir un impact sur tous les aspects de sa vie. Et nous, en tant que formateurs, accompagnateurs, on doit prendre en compte tout ça. Et donc, on doit prendre en compte un parcours de vie dans sa globalité. Et si je vais un petit peu plus loin, à mon sens, aujourd'hui, je passe le bac, je fais des études et je travaille 40 ans dans la même entreprise, c'est un concept qui est dépassé. Parce qu'aujourd'hui, le monde, il est en évolution. Et donc, nous, on change avec. Et donc, en tant que professionnel, on est présent dans ce monde en évolution, mais aussi à un moment précis de la vie d'une personne qu'on accompagne, tout en prenant en compte la personne dans sa globalité. Et pour moi, c'est vraiment ça, le métier de formateur-accompagnateur. Et donc pour conclure sur tout ça, sur cette année, ce que je retiens vraiment, c'est toute cette réflexion-là de travail de recherche, mais c'est aussi l'appropriation d'une future vie professionnelle. C'est beaucoup de belles rencontres, et puis c'est cette sensation d'avoir réellement trouvé ce qui m'anime. Et donc je finirai par évoquer avec vous que depuis hier, j'ai démarré en tant qu'accompagnatrice socio-professionnelle chez Études et Chantiers. Et donc je dois réaliser l'accompagnement socio-professionnel des chantiers d'insertion. Chantiers d'insertion qui visent la découverte des métiers de l'environnement et du patrimoine bâti. Et donc aujourd'hui, je suis super contente de dire que je vais pouvoir allier mes deux champs de compétences, le bâtiment et l'intervention sociale. Merci. Merci beaucoup.